Bonjour à tous. Donc je travaille au Romed Management, donc l'école de commerce, et alors, je suis originaire de la Tunisie. J'ai fait une partie de mes études en Corse et ça fait une dizaine d'années que je suis installé à Marseille. Donc je suis euro-méditerranéen, quoi. Voilà. Euh, je voulais vous parler de ce projet Agora RH qui est vraiment un projet super intéressant. Alors, c'est un projet qui a mis en perspective donc 11 partenaires appartenant aux deux rives de la Méditerranée. Donc, c'est un projet qui traite des ressources humaines, hein. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet. Alors, il y avait des pays, donc il y avait donc les trois pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Ensuite, il y avait le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la France. Et il y avait également donc un pays auquel on pense pas beaucoup, la Slovénie. Parce que la Slovénie, ils ont 30 kilomètres de côte sur la Méditerranée. Bon. Et du coup, en fait, vu que c'était un projet européen financé par le fonds Interreg 3C, il fallait en fait avoir un pays du style donc la Slovénie. Et d'ailleurs, c'est un des pays qui a le moins participé au projet, malheureusement. Donc l'objectif de ce projet c'était quoi? C'était de mettre donc en perspective, de mettre des gens, des professionnels de la fonction ressources humaines, donc des directeurs des ressources humaines, des responsables de formation, etc. En collaboration avec des universitaires, ce qui se fait pas beaucoup dans le monde universitaire en fait, parce que chacun il essaie de tirer la couverture vers son camp en fait. Et du coup, on n'a pas beaucoup de collaboration de ce type-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis donc des universitaires. On s'est appuyé donc sur le corps professoral de Remède Management. On s'est appuyé sur l'association francophone de la gestion des ressources humaines, qui est une association d'académiques, quoi, donc une association académique, et on s'est appuyé sur les associations RH locales des pays. Donc en France, on a l'ANDCP, anciennement appelée l'ANDCP, l'Association nationale des régions des cas de la fonction personnelle, qui s'appelle maintenant l'ANDRH. On avait l'IAS, l'Institut international de l'audit social. En Italie, on s'est appuyé sur le partenaire donc, qui s'occupe de la gestion des ressources humaines, s'appelle l'AIDP. Dans le Maghreb, donc, on avait l'AGEF au Maroc, la LGRH, donc l'Association algérienne des ressources humaines, qui a vraiment bien contribué au projet. Et en Tunisie, il y avait l'ARFORG, donc pareil, c'est une association de professionnels. Donc ça, c'est les associations de professionnels des ressources humaines. Il y avait quatre thèmes principaux pour le projet, pour un budget de 700 000 euros quand même, donc c'est vraiment un budget assez conséquent. Donc quatre thèmes. Premier thème, c'était l'évolution démographique dans les pays des deux rives, donc les évolutions démographiques. Deuxième thème, c'était l'évolution de la fonction RH dans les différents pays, et du coup, est-ce qu'il y a vraiment un modèle unique de gestion des ressources humaines? Troisième thème qui est très très important, c'est la responsabilité sociale. Sociale, sociétale, c'est un débat, c'est un faux débat en fait. Enfin, pour nous, on l'a écarté d'entrée, on s'est concentré sur le contenu même de la responsabilité sociale. Et quatrième thème, pardon, qui était vraiment aussi très important pour nous, c'est le benchmarking entre les associations de professionnels de la fonction RH, parce que tout passe par là, en fait. Donc le premier thème, donc qui était plutôt les évolutions démographiques, tout ça s'intéressait. Donc là, je vais vous parler plutôt des outputs, hein, des outputs de ce projet. Je vais me focaliser sur la dimension RH et la dimension RSE qui sont très très liées. Donc le premier thème c'était les évolutions démographiques. L'objectif c'était de voir d'un côté il y a des pays dans lesquels on constate un vieillissement de la population, donc une pénurie de main d'œuvre jeune qualifiée, donc la population active est en déclin, donc généralement on parle des pays du Nord. Et dans les pays du Sud où il y a plutôt une population jeune, active, avec un taux de chômage assez conséquent, etc. Et on essayait de voir est-ce que les modèles de gestion des ressources humaines tenaient compte de ces éléments-là. L'output final, au fait, on va le retrouver dans le thème de l'évolution de la fonction ressources humaines.
Donc on a essayé de faire plutôt une cartographie des compétences disponibles sur les différents pays. Donc on s'est appuyé sur les partenaires locaux pour mener les mêmes enquêtes. Donc on est parti sur les mêmes grilles, les mêmes outils. Les outils ont été appliqués, les enquêtes conduites par les locaux, donc sur les pays membres. Au niveau de l'évolution de la fonction ressources humaines, ce qui est très très frappant en fait, c'est que on parle généralement de convergence des pratiques de ressources humaines sur la théorie. Au niveau de la théorie, il y a énormément de personnes qui ont parlé de la convergence des pratiques de ressources humaines. La réalité, elle est tout autre en fait. Donc quand on prend le pouls dans les pays, on voit bien que une pratique qui marche bien, qui a été développée, réfléchie, pensée dans un contexte, si on veut la transposer dans un autre contexte, eh ben ça marche pas. Ça marche pas pour plusieurs raisons. Parce que la fonction ressources humaines, elle a toujours été dépendante du cadre législatif, du cadre légal et institutionnel. C'est-à-dire qu'une pratique en Italie, peut-être qu'elle ne va pas bien marcher même en France. Alors imaginez si on transpose la même pratique au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie ou en Slovénie. Donc le cadre légal et institutionnel, il conditionne la fonction ressources humaines, la gestion des ressources humaines. Quand on veut faire de la formation, le CIF, le DIF en France, ben, on ne trouve pas l'équivalent en Italie, par exemple, ou en Espagne, ou au Portugal. Pardon. Donc la loi, elle conditionne, l'évolution historique conditionne également la fonction ressources humaines. Dans des pays tels que le Maroc ou l'Algérie ou même la Tunisie, la fonction ressources humaines, elle se résume la plupart du temps, surtout dans les petites structures, à une administration du personnel. Qui c'est qui est là, qui c'est qui n'est pas là, un tel est arrivé en retard, l'autre employé, enfin je sais pas, va partir en congé, etc. Donc c'est vraiment de l'administration du personnel, c'est pas de la gestion stratégique de ressources humaines, quoi. Donc ça c'était vraiment frappant. C'était vraiment frappant, donc vraiment une différence de conception de la fonction ressources humaines. Les personnes vivent la fonction ressources humaines différemment. Les professionnels même, donc généralement même dans les pays du Maghreb, on trouve des gens qui ont été formés en Europe. Ils ont été formés à une certaine façon de faire. Ils reviennent dans leur pays, ben ils peuvent pas appliquer les théories qu'ils ont ou l'expérience qu'ils ont développée ailleurs, quoi. Donc tributaire toujours du cadre légal et institutionnel et du cadre culturel. C'est-à-dire qu'une pratique qui semble être qui marche bien dans un contexte, je vous parlais de la formation, on parle de formation, donc, on parle d'augmentation de l'employabilité, on parle de plus en plus de l'employabilité interne, de l'employabilité externe, donc le fait que l'entreprise, elle finance des formations qui ne sont pas forcément rattachées au contenu même du travail. Donc ce qui passe très très bien en Europe, surtout au Portugal, en Espagne aussi, en France un peu moins, en Italie ça marche bien. Donc en fait l'entreprise elle propose, j'en sais rien, elle propose une formation en espagnol, même si elle n'a pas de clients potentiels en Espagne, mais elle propose une telle formation pour ses employés parce que l'employé il décide d'avoir une telle formation. Bon. On prend la même, donc c'est bien, donc ça motive les gens, ça augmente leur satisfaction. On l'a prouvé tout ça. Hein. On prend la même pratique, on va la mettre, par exemple, au Maroc. Le salarié à qui on propose une formation qui n'est pas intimement rattachée à son travail, il va l'interpréter comment? Il va dire bon. Et ils essaient de se séparer de moi, en fait. Ils me préparent pour le marché, pour autre chose. Donc, et du coup, on a des résultats complètement inverses. Vous voyez? Donc, alors qu'à la base, c'était quand même une bonne pratique. Hein, c'est développer les compétences des gens, etc. Augmenter leur employabilité. Donc, il n'y a pas de vision stratégique. Donc, et là, c'est catégorique, en fait. Hein. Donc, dans les pays de la rive sud, il n'y a pas de vision stratégique de la fonction ressources humaines. Ça veut dire que ça reste toujours, et encore, une fonction administrative, avec quelques exceptions. Et les exceptions, elles émanent d'où, en fait? Elles émanent des multinationales qui viennent s'installer. Donc,
les multinationales sont vecteurs de changement. C'est très très intéressant ce qu'a dit Monsieur Simoni, c'est ça? Voilà. Donc pour la SEM, c'est que on va mettre en place des collaborations. Vous venez avec des pratiques déjà bien en place et vous allez vous appuyer sur des locaux. C'est une configuration spécifique, hein, donc pas toutes les multinationales font ça. Il y a des multinationales qui vont donner énormément d'autonomie à la filiale, donc gérée par les locaux, complètement gérée par les locaux. On ne va pas y intervenir, on va le laisser faire. Donc on s'appuie. Donc ça s'appelle déjà le modèle polycentrique. Donc toutes les filiales implantées dans la Méditerranée, elles vont fonctionner par des locaux uniquement. Après, il y a d'autres modèles donc, où les filiales vont envoyer des expatriés, vont piloter la filiale, vont contrôler, vont faire des formations, mais avec une présence d'expatriés, c'est-à-dire des gens qui sont là pour des missions de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, etc. On peut faire des formations, bien entendu, donc des gens qui partent pour 3 semaines juste pour apporter du technique. Mais bon, donc ça dépend aussi du positionnement international de l'entreprise mère. Sur ces filiales-là, en fait, donc là où on trouve donc des pratiques qui viennent d'Europe, on a vu qu'il y a énormément de résistance de la part des locaux. C'est-à-dire que donc on prend un processus RH du style le recrutement, il y a 3-4 étapes, ensuite il y a des outils de sélection bien identifiés qu'on utilise dans la maison mère. Si on prend les mêmes outils et qu'on essaie de les appliquer tels quels dans la filiale, ça ne marche pas. Même si les outils sont super bons. C'est qu'il y a de la résistance de la part du local. Donc le local, il ne va pas accepter, ou il ne va pas comprendre, ou il ne va pas jouer le jeu, ou il ne comprend pas la nécessité, ou il ne comprend pas l'importance de ce qu'on lui raconte. C'est pas négatif, c'est pas positif, c'est la réalité. Hein. Je critique pas, juste je vous dis ce qui se passe. Et du coup, on se retrouve avec des process qui sont inadaptés, pas adéquats et pas compris, et face auxquels il y a énormément de résistance. Donc les gens, ils n'acceptent pas. Les solutions, c'était quoi? C'était de changer les pratiques. C'est-à-dire, on part d'une pratique qui émane de la maison mère, le recrutement par exemple, et ben, au lieu de faire 4 étapes dans le recrutement avec un entretien avec le final avec le patron, la DRH, ben, on va faire le processus en 2 étapes où on va essayer de l'adapter. Alors, le terme il est très important. Alors, on parle d'adaptation de pratique, mais surtout on parle d'hybridation. Donc c'est un nouveau concept aussi en ressources humaines. D'ailleurs, le projet l'a mis en évidence. On parle d'hybridation de pratiques de ressources humaines. Ça veut dire que la pratique, elle va être adaptée au cadre légal et institutionnel en premier lieu, et elle va être également adaptée au cadre culturel. Pour qu'elle soit adaptée au cadre culturel, il faut qu'elle soit conduite par des locaux. Donc c'est une condition nécessaire. Il faut que la pratique, elle soit repensée complètement par les locaux. Et surtout au niveau du recrutement, en fait, c'est apparu au niveau du recrutement que, à partir du moment où les managers locaux, déjà les managers locaux n'adhèrent pas à la pratique, donc ils ne peuvent pas la conduire. On est d'accord. Si le responsable du recrutement, il n'est pas d'accord avec la pratique, bien sûr, il ne va pas la mettre en place. Absolument pas. Par contre, c'est la personne qui va nous aider à l'adapter au cadre légal et institutionnel, au cadre culturel, parce qu'il connaît bien le terrain. Et ce qui est intéressant de l'expérience du SEM, c'est que la DRH, la DRH est une locale. C'est quelqu'un de local. C'est très important, en fait, de mettre en DRH quelqu'un de local, parce que c'est quelqu'un qui est en veille sur les aspects culturels, qui est en veille sur les aspects législatifs, etc. Je pense que c'est une bonne disposition de l'État algérien, en fait, de mettre spécialement le RH en local. Mais bon, voilà, donc on parle d'hybridation de pratiques. On prend une entreprise comme Veolia, comme Valeo, sur laquelle on a travaillé. Valeo, elle a des pratiques super intéressantes en management des ressources humaines qu'elle ne peut pas appliquer en Tunisie, en Algérie. C'est pas possible. En Algérie, ils y sont pas. Au Maroc, ils y sont, pardon.
les locaux, donc on va se retrouver avec des pratiques en Tunisie qui sont propres à la filiale tunisienne, des pratiques au Maroc qui sont propres au cadre marocain, des pratiques qui émanent de la maison mère, et du coup, en fait, on s'éloigne beaucoup de la pratique originale. C'est pour ça qu'on parle d'hybridation. Ok. Donc voilà, les principaux enseignements, c'était ça au fait, au niveau de la fonction ressources humaines. On parle plutôt de contingence. Nous, à la suite du projet, les outputs, c'était ça. C'était que la fonction ressources humaines, elle ne peut pas être uniforme. On ne peut pas faire de la gestion des ressources humaines de la même façon dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. On prend l'exemple, par exemple, du Portugal. Le Portugal, le cadre légal et institutionnel est assez spécifique et les pratiques de ressources humaines sont très très spécifiques également. Donc même les entreprises européennes qui s'installent au Portugal, elles sont obligées d'hybrider leurs pratiques pour s'adapter au contexte local. D'ailleurs, l'APG, qui était le partenaire du projet, c'est une association très très puissante au Portugal. L'APG, c'est en fait l'association des professionnels de la fonction RH au Portugal. Et donc leur idée c'était ça, c'était au lieu de prendre les pratiques qui émanent de la maison mère, on va voir déjà les pratiques locales et on va essayer de se rapprocher, donc le chemin inverse au fait, de se rapprocher des pratiques de la maison mère en se basant principalement sur les pratiques locales déjà. Donc c'est un peu le chemin inverse, hein, et du coup on tend à changer. En fait, ils procèdent par étapes, hein, contrairement aux pays du Maghreb où on essaie d'imposer d'un coup. En fait, ils procèdent par étapes, ça veut dire ils vont dire on met un processus sur 5 ans et on va essayer de gérer la résistance au changement sur 5 ans pour que les pratiques elles soient acceptées par la population. Et du coup, c'est pour ça qu'ils partent d'une pratique locale qu'ils essaient de modifier en fonction de la pratique de la maison mère. L'objectif des maisons mères, en fait, c'est d'avoir des pratiques homogènes. Okay, surtout quand il s'agit aussi du positionnement RSE. Donc on revient au troisième thème qui est la responsabilité sociale. L'objectif du projet, c'était de faire une cartographie des pratiques de responsabilité sociale. Alors, la responsabilité sociale telle qu'on l'a définie dans le projet, en s'appuyant sur les travaux de Archibald Carroll, donc c'est un chercheur américain. Carroll, il a défini la responsabilité sociale comme étant une pyramide. Et selon lui, ce qui est très très intéressant d'ailleurs, hein, c'est que la base de la pyramide, en fait, la responsabilité sociale commence par la responsabilité économique. Donc la base de la pyramide, c'est la responsabilité économique. Ensuite, il y a la responsabilité légale. Ensuite, il y a la responsabilité éthique. Et en sommet de la pyramide, il a mis ce qu'il a appelé les responsabilités philanthropiques. Donc faire des donations ou faire de l'humanitaire, pardon, donner de l'argent à des associations. Donc la conception de Carroll, c'était celle-là. On est parti de ce modèle, on a essayé de voir est-ce que ce modèle tient, hein, dans les différents pays. Et bien sûr, il ne tenait pas le modèle. Donc les recherches qu'on a menées ont montré que la pyramide de Carroll, elle peut être acceptée, pertinente dans un pays tel que la France, tel que l'Espagne, mais par exemple en Italie, déjà la pyramide elle tenait pas. On vous parle plutôt de responsabilité. Donc quand on interroge les gens sur la responsabilité sociale, ils disent bon, la responsabilité économique elle fait pas partie de la responsabilité sociale, c'est normal ça. Donc ils vous parlent plutôt de responsabilité éthique, de responsabilité philanthropique. Et donc il y a vraiment énormément de disparités dans la conception même de la responsabilité sociale. Qu'est-ce que être socialement responsable? Et on a pris quelques pratiques, je vais vous donner quelques pratiques clés au fait, qui sont très intéressantes pour appréhender le problème. On prend une entreprise qui met en place une crèche. Donc pour ses salariés, ça pourrait être vu comme de la responsabilité sociale parce que ça facilite la vie aux salariés, ça donne, ça les motive aussi parce qu'ils perdent moins de temps, etc. Donc c'est une pratique de responsabilité sociale qu'on retrouve en Europe.
la même pratique. Donc si on la met dans un pays tel que la Tunisie, c'est une pratique qui est vécue par les salariés comme socialement inacceptable. Parce que les gens font bien la distinction entre le travail et la famille. Donc ils ne veulent pas que leurs enfants soient influencés par l'entreprise. Ok? Et du coup, elle passe pas à la pratique. Vous voyez, donc alors que c'est de la responsabilité sociale de faire une crèche d'entreprise, de faciliter la vie de ses salariés, etc. Et on a vu également que la responsabilité sociale dans les pays du Sud, spécialement en Algérie, elle a été confondue avec le développement durable. Donc les termes sont très importants. Définir les termes développement durable. Bon, développement durable tel qu'on le connaît, tel qu'on le voit, c'est donner utiliser les ressources actuellement, donc subvenir aux besoins de la génération actuelle, des générations actuelles, sans compromettre la possibilité aux générations futures de subvenir aux leurs. Eh ben, le développement durable, il se définit principalement sur 3 volets. Nous, on pense généralement au développement durable que sur le volet environnemental, alors qu'il y a déjà le volet économique et le volet social. Donc, le volet économique, ça veut dire qu'on va utiliser les ressources aujourd'hui. La crise économique, par exemple, qu'on est en train de vivre, bon, pour les plus optimistes, qui est passée. Donc c'est un problème de développement durable économique. Sur le plan économique, est-ce que l'argent qu'on a sorti là pour résorber la crise ne va pas avoir de répercussions néfastes sur les générations futures en termes économiques, pas en termes ressources naturelles, matières premières, etc. Eau. Donc le volet social aussi, il est très important parce que qu'est-ce qu'on fait pour que la société soit, pour qu'il y ait plus de cohérence, pour qu'il y ait moins de conflits sociaux, etc. Donc ça aussi c'est le développement durable. Donc et les gens ils confondaient responsabilité sociale et développement durable. Donc on comprenait pas. Éthique, ça veut dire quoi? Donc la compréhension du thème, des termes est très très importante. D'ailleurs, quand on commence à traduire de l'arabe vers le français ou de l'anglais vers le français, ben déjà, on a un peu de mal. Donc, c'était une des difficultés du projet Agora RH, parce qu'il y avait quand même plusieurs pays, quoi. Donc, plusieurs intervenants. On partait des mêmes outils, mais des fois, il fallait les traduire. Donc, c'était quand même rien que par rapport aux termes techniques, les gens ils comprenaient pas très bien. L'autre enseignement au niveau de la RSE, c'est que on part de la pyramide de Carroll, donc avec la base économique comme base de la responsabilité sociale. On arrive dans des pays tels que le Maroc où des managers ils nous disent mais bon, des patrons d'entreprise ou des DRH me disent bon, déjà le fait que je donne le chèque, que je donne le salaire à la fin du mois, ça c'est ma responsabilité sociale. C'est comme ça que je la conçois. Bon, mais on lui dit, bon, vous êtes obligé de payer les gens quand même. C'est votre, ils sont là pour ça. Enfin, s'ils travaillent, c'est pour avoir un salaire, non? Et du coup, il nous dit, non, mais moi, si je les paye le premier de chaque mois, je suis socialement responsable parce qu'il y a des concurrents qui payent le 10 ou le 12 ou le 15 du mois. Donc déjà, la conception, les patrons, je vous parle des patrons, des directeurs de ressources humaines, qui conçoivent la responsabilité sociale comme par exemple le fait de payer les gens le premier du mois, avant le premier du mois. Donc la responsabilité sociale, elle est limitée à la responsabilité légale. Vous voyez? Pardon, à la responsabilité économique. Il vous dit, moi si je suis socialement responsable, c'est que je dois dégager du bénéfice. Si je suis pas rentable, je peux pas payer les gens, je peux pas payer mes fournisseurs. Donc la responsabilité sociale, c'est faire du bénéfice. Okay? Ma seule responsabilité sociale, c'est d'augmenter mon profit. C'est une conception super bizarre, hein, on est d'accord. Hein, mais c'est ça. Il y a des gens, pareil, ça c'était en Tunisie, il y a des gens qui nous ont dit, mais vous savez, moi je les paye au SMIC quand même. Hein, mais le mec, il était fier. Donc je les paye au SMIC. On lui dit, mais bon, c'est le minimum. Vous pouvez pas les payer moins. Mais si, on peut les payer moins parce qu'il y a la concurrence qui les paye moins.
C'est-à-dire, alors bien sûr, il y a des combines, hein, donc ils connaissent toutes les ficelles, bien sûr. Donc faire payer, enfin payer moins que le SMIC, ça se fait parce que les gens ils peuvent travailler plus de 40 heures, plus de 45 heures même des fois. Donc et du coup, bon, ça se répercute sur le salaire. Ils touchent le SMIC, mais ils travaillent beaucoup plus que le SMIC. Du coup, non, donc ils les payent moins que le SMIC. Il vous dit, il est super fier, il vous dit, bon, je les paye, je leur donne le SMIC quand même. Oh, ça, c'est être socialement responsable. On est obligé de prendre ces remarques en considération quand on réfléchit derrière, parce que nous, on arrive avec tout sourire et tout, responsabilité sociale, ça sonne bien, c'est éthique, tout ça. Et là, on est confronté à la réalité, quoi. Hein. Les gars, ils nous disent, bon, moi, si je les paye, c'est déjà être socialement responsable. Je dégage du bénéfice, je suis socialement responsable. Quand on leur parle de tout ce qui est... ou par exemple, ils vous disent, je leur donne, vous savez, je suis pas obligé de leur donner des chaises sur les bancs de... Par exemple, là, c'était dans une entreprise de câblage, une filiale de Lyonich, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le numéro un mondial du câblage électrique des voitures. Ils ont des filiales au Maroc et en Tunisie, en Italie, en Espagne, en France. Ils sont un peu partout. Hein. C'est une multinationale, c'est le numéro un. Ils font les câblages de voitures de luxe. Machin. Et au fait, donc, même si c'était une filiale d'un groupe international, vous imaginez à quel point c'est important la culture locale. C'est que le directeur des ressources humaines, c'est un local, il nous dit, mais je leur ai fourni des chaises pour qu'ils puissent s'asseoir entre deux câbles. Ben, c'est sympa, mais bon, c'est ça la responsabilité sociale. Je leur donne des conditions de travail. Alors, on lui explique, bon, les conditions de travail, ça c'est le minimum. Ou il vous dit, j'ai changé, je sais pas, j'ai changé ils ont changé les tables de montage parce qu'elles étaient vétustes. Mais c'est pas de la responsabilité sociale. Et lui, il conçoit ça comme de la responsabilité sociale. On est obligé de prendre ça en considération quand on réfléchit à la responsabilité sociale. Vous voyez? Où il vous dit, mais ils sont tous immatriculés à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une obligation légale, non? Non, non, non. On peut passer outre, il vous dit. Et du coup, donc la conception de elle s'arrête là, la responsabilité sociale. Économique, être profitable et respecter la loi, déjà c'est le top niveau pour eux. Donc il n'y a pas, au-dessus l'éthique et la philanthropie. C'est pas que ça n'existe pas, mais ils n'ont pas conscience que c'est la véritable responsabilité sociale, quoi. Énormément de choses comme ça qui nous ont empêché d'avoir un modèle uniforme de gestion des ressources humaines et de responsabilité sociale. Donc la cartographie, elle était vraiment, on avait des pratiques qui étaient vraiment différentes d'un pays à un autre, quoi. Donc on ne pouvait pas avoir de choses homogènes, une conception homogène de la responsabilité sociale. C'est pas possible. Concrètement, c'est pas possible. À côté de ça, on a quand même, bon, le côté positif, on a quand même des entreprises qui, pour des raisons économiques, font de la responsabilité sociale. Donc là, ils ont commencé à comprendre le jeu, en fait. Donc l'importance de la responsabilité sociale pour être plus profitable. Donc revenir à la base de la pyramide de Carroll, donc responsabilité économique, c'est très important. Et si je fais de l'éthique ou je fais de la responsabilité sociale, ça va augmenter ma base économique. Et ben du coup, peut-être que je vais le faire. Et ça passe par quoi? Ça, c'était un des enseignements du projet. Ça passe par la certification sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc principalement pour les entités qui travaillent avec l'étranger, à l'international, donc des sous-traitants. Okay, des petites structures d'une centaine de personnes ou d'une 80 personnes, 50 personnes. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces entreprises-là? Elles postulent pour un label social. Alors, la certification sociale la plus connue, il y en a la plus connue, surtout la plus acceptée en Europe, c'est la Social Accountability 8000, SA 8000. Donc c'est une norme qui a été définie par le SAI, Social Accountability International. C'est un organisme international basé en Angleterre, basé en Angleterre, voilà, et qui fait de la certification sociale. Alors la certification sociale à SAI 8000, c'est un minimum pour dire que l'entreprise respecte le droit fondamental
la charte des droits fondamentaux de l'homme, pas de travail d'enfant, conditions d'hygiène et de sécurité, une structure minimale pour gérer les ressources humaines. Rien que le fait d'avoir une pointeuse, par exemple. Le fait de ne pas avoir de pointeuse, par exemple, on ne peut pas avoir la certification sociale SA 8000. Gestion des déchets, etc. Donc il y a quand même, c'est assez simple à avoir en principe. Hein. Eh bien, pas du tout. Parce que si on voit les statistiques du SAI, il n'y a pas énormément d'entreprises françaises qui ont la certification SA 8000. Vous voyez? Alors que le droit national, en principe, il couvre le droit international en termes d'hygiène, de sécurité, de travail des enfants, etc. Eh ben, c'est une norme qui n'a pas été bien développée en France. Paradoxalement, c'est une norme qui a... Donc, si on voit les statistiques du SAI, les entreprises... le pays où il y a le plus d'entreprises certifiées SA 8000, c'est l'Inde, la Chine et l'Italie. Alors, l'Inde, parce que ils veulent faire du business avec l'Europe, du coup, donc, en fait, ça devient une exigence des donneurs d'ordre. Vous voulez faire du business avec nous? Vous êtes certifié ou vous n'êtes pas certifié? Donc, c'est une façon de se couvrir. Rappelez-vous de Nike, quand ils ont eu le problème de travail des enfants, ils ont dit, c'est pas nous, c'est les fournisseurs. Et du coup, bon, SA 8000, est-ce que vous avez la certification? Vous avez les certifications, on peut faire du business avec vous, vous n'en avez pas? Au revoir. Et du coup, c'est pour ça que les Chinois et les Indiens se sont rués sur la certification sociale SA 8000. Et après l'Italie, alors pourquoi l'Italie? Parce que principalement, ils étaient dans la confection, ils étaient dans l'industrie de la confection textile, etc. Et que c'était intéressant d'avoir la certification sociale SA 8000 pour développer leur business. Et parce que dans le board, dans l'équipe qui a fait la SA 8000, il y avait 3 Italiens aussi. Et ça, on l'a su grâce au projet Agora RH parce qu'on s'est appuyé sur l'AIDP, donc l'association des professionnels de la fonction ressources humaines italienne. C'est eux qui nous ont dit, il y a monsieur Intel qui a participé à la SA 8000, c'est pour ça qu'il a poussé au niveau de l'Italie. Donc il y a une raison aussi historique au fait. Alors, si on revient dans les pays du Maghreb, alors c'est une façon, en fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui postulent pour la SA 8000 et des fois c'est très très dur à avoir. Moi je fais de l'audit social pour la certification SA 8000 et je peux vous dire que les entreprises, déjà, si elles respectaient le droit local, elles seraient certifiées d'office. Elle serait certifiée d'office parce que le droit local il est assez contraignant quand même. Si on prend un pays comme l'Algérie ou comme le Maroc, les 3 pays, la Tunisie, c'est des lois qui sont contraignantes par rapport aux déchets toxiques par exemple, par rapport aux conditions d'hygiène de sécurité, par rapport au travail des enfants. C'est des pays où on ne peut pas faire travailler d'enfants, théoriquement. Pourtant on en trouve plein qui sont dans les entreprises. Ok. Mais les entreprises qui veulent faire du business et qui veulent faire de la responsabilité sociale, ils vous disent, bon, je vais postuler pour la SA 8000, si je l'ai, c'est que je suis socialement responsable. Bon, on leur dit, si vous voulez, hein, c'est pas de souci, mais c'est déjà respecter le droit local. Vous voyez, donc, ou par exemple, il y a des entreprises aussi qui essaient de mettre en place de la responsabilité sociale pour mieux protéger les salariés, etc. Mais on a vu des choses vraiment affligeantes pendant ce projet. On a vu des entreprises, par exemple, des entreprises de confection où l'opérateur il travaille sur une scie. Vous voyez la scie qui coupe une scie il y a des gants spécifiques pour les scies. Et l'employé, le salarié, il ne met pas le gant spécial en fait, à 3 doigts, les gants à 3 doigts. C'est des gants en fibre qui protègent des coupures. Et le superviseur, il est là, donc il le voit. Et l'opérateur, il ne le fait pas. Donc on pose la question, mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourtant, l'entreprise, elle communique dessus. Hein. Il y a des affiches partout, etc. Donc, il vous dit parce que c'est dur à faire. C'est dur à faire, donc la manipulation elle est plus contraignante, etc. Et le superviseur, je vous promets, on était sidérés. Hein, et le superviseur, il fait comme ça, il nous montre sa main, il avait 2 doigts en moins. Il me dit, s'il n'a pas de doigts coupés, c'est qu'il ne sait pas travailler, il n'a pas compris le métier, il n'a pas d'expérience. Le métier, il rentre par ça, en fait. Donc, en fait, il vaut mieux avoir...
c'est quand même super bizarre. Mais c'est culturellement accepté. C'est pour ça que je vous dis que notre conception européenne de la sécurité de l'hygiène, elle a rien à voir avec les locaux, quoi. Donc, enfin, pour vous qui avez travaillé avec des locaux, vous voyez de quoi on parle. Donc, ou par exemple, on leur donne des équipements de sécurité pour les pieds, enfin les chaussures de sécurité. Les gens, ils les mettent pas, ils sont en tang. Parce qu'il fait chaud, alors que c'est des produits dangereux. Donc après, bien sûr, ça crée tout un tas de problèmes au niveau de l'inspection du travail, etc. Donc la responsabilité sociale. Donc même si le patron, il y est pour, des fois, la résistance, elle vient de la base. Donc c'est un processus de longue haleine. Voilà. La conclusion, c'était ça. Les choses sont en train de changer parce qu'il y a des jeunes qui arrivent donc dans les postes de management, parce qu'on met l'accent là-dessus au niveau des formations. C'est des pays quand même qui ont misé beaucoup sur la formation, sur l'éducation. Prends le cas de la Tunisie, obligation de l'école depuis les années 60. Au Maroc, c'est assez récent. En Algérie, pareil. Donc, c'est des gens qui misent là-dessus. Le changement, il est lent. Ça passe par des certifications sociales, par le BSI, par exemple, aussi fait une certification sociale qui synthétise un peu tout ça. C'est le Business Social Compliance Initiative. C'est un organisme qui est basé à Bruxelles. Donc voilà, donc les enseignements de ce projet, c'était ça. Et d'ailleurs, ça nous permet une bonne transition pour le quatrième thème, qui est le benchmarking entre les associations ressources humaines. Donc, les associations de professionnels de la fonction RH, elles ont un rôle très important parce qu'elles peuvent servir de vecteur pour tout ce qui est pratique innovante, responsabilité sociale des entreprises. Il faut que déjà les dirigeants, les managers soient conscients de l'importance de tous ces enjeux, au fait. Si eux déjà ils sont conscients, c'est déjà un très bon premier pas. Okay. Ensuite, le changement, il viendra de là-bas. C'était les conclusions du projet Agora RH. Merci beaucoup.